Parce qu'on veut rendre à la jeune femme et à la jeune fille leur dignité. On puisse définir une vraie politique de promotion des cadres féminins, avoir l'audace de s'assumer. Oui, on a nettement évolué, mais pas sur le plan politique. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce numéro de Sans cache-nez social, émission que vous offre le MFAC, le Mouvement des femmes actives du Congo, mouvement qui œuvre pour l'amélioration concrète de la condition de la femme au Congo à travers le renforcement de la position des femmes dans tous les domaines d'activité. Pour ce faire, nous recevons dans cette émission des femmes congolaises actives, véritable exemple de réussite dans les domaines d'activité respectifs. Voilà. Ça, vous l'avez compris. Alors, sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter notre invitée. Elle est juriste spécialisée en droit pénal international. Elle occupe actuellement la fonction de conseillère jeunesse auprès du président de la Commission de l'Union africaine. En parallèle, elle est présidente de l'ONA, une ONG axée sur l'épanouissement de la jeunesse. Vous l'aurez certainement reconnue, mesdames, messieurs, accueillons ensemble Madame Vanessa Mitou. Bonjour Madame. Bonjour, merci de me recevoir. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous traiterons avec vous du thème suivant, bilan et perspective de la jeune fille au Congo à l'ère de la Covid-19. Nous constatons que vous vous affirmez, vous affirmez votre leadership en participant à des activités de bénévolat auprès des jeunes filles, des jeunes en général au Congo. Pouvez-vous, de façon succincte, nous parler un peu de ces activités ? Alors, il s'agit également d'apporter de l'assistance aux jeunes filles qui sont essentiellement, je dirais, jeunes filles et jeunes femmes qui sont déscolarisées parce qu'elles ont connu des grossesses précoces et donc elles ont dû arrêter avec la scolarisation. Du coup, on apporte des formations qualifiantes, on va dire ça comme ça, de sorte à ce qu'elles soient capables de se prendre en charge, d'avoir un métier, de s'occuper plutôt que de se livrer soit à la prostitution, soit de passer leur journée à demander de l'argent pour nourrir leurs enfants ou se prendre en charge, parce qu'on veut rendre à la jeune femme et à la jeune fille leur dignité et leur montrer qu'elles peuvent se prendre en charge. On peut avoir eu un enfant précocement, mais on peut s'accomplir, se réaliser, prendre soin de soi, et on peut également retourner à l'école pour des formations d'école de seconde chance pour celles qui le veulent. Voilà, en gros. D'accord, mais justement, pour illustrer vos propos, en 2016, vous avez participé en tant que panéliste à une conférence débat dont le thème était jeunesse congolaise et citoyenneté active. Et vous disiez, je cite là vos propos, dans l'ensemble, la jeunesse congolaise est très passive et qu'une certaine couche de cette jeunesse s'engage dans les mouvements par effet de foule. Pensez-vous que ce soit toujours le cas aujourd'hui ? Alors, je dirais oui et non. Je le disais à cette époque, il y a 5 ans, parce que j'ai grandi entre autres dans un pays ouest-africain où l'écosystème bouge et les jeunes sont plus dynamiques et plus entreprenants, contrairement à l'Afrique centrale. Et donc, à cette époque, la lecture que je faisais était celle notamment d'une jeunesse qui était moins engagée et moins active, moins entreprenante surtout, et qui par contre s'intéressait plus à la politique qu'au domaine économique et à l'entrepreneuriat. Et donc, c'était au-delà de l'engagement politique, c'est que ces jeunes ne s'engageaient pas réellement par conviction ou parce qu'ils comprennent l'idéologie d'un parti, mais c'est parce qu'ils étaient plus enrôlés par les mouvements de foule. Et il n'y avait pas de réelle idéologie en fait. Et donc c'était des mouvements de foule et non conviction parce qu'on veut appartenir à une histoire politique, on veut changer la vie de ses concitoyens. Par contre aujourd'hui je vais dire que ça a nettement évolué parce qu'on voit beaucoup de jeunes qui sont plus entreprenants. Oui. La jeunesse congolaise est plus dynamique, il y a beaucoup de jeunes. Exactement. Donc je vais dire que sur le plan économique les choses sont en train d'avancer, on voit une nette volonté. Les jeunes diplômés ne pensent plus forcément à l'emploi à la fonction publique, chose qui était très traditionnelle dans les ancré en nous, voilà, on se disait il faut que je sois à la fonction publique. Maintenant on se dit bon, il faut que je lance ma petite affaire, il faut que je lance ma boîte, et il y a plein de jeunes qui se lancent dans cette aventure. Donc oui, on a nettement évolué, mais pas sur le plan politique. Alors vous qui œuvrez un peu avec la jeunesse, là vous venez de parler d'entrepreneuriat sans pour autant aller vraiment au cœur, mais de façon générale, pensez-vous que justement le Congo soit un pays propice à l'entrepreneuriat pour la jeunesse ?
Alors, moi, j'encouragerais, je me permets de saisir le micro que vous me tendez pour passer un mot, un message. En tout cas, c'est une interpellation au pouvoir public, parce que je vais essayer un peu de revenir sur ma casquette de l'Union africaine sur le continent. Nous faisons un plaidoyer pour l'entrepreneuriat des jeunes. Et nous savons qu'il y a énormément de politiques à mettre en place, parce que chaque année, nous avons tellement de diplômés au travers du continent qui ne pourront jamais être employables. Donc, la seule voie, c'est vraiment de soutenir l'entrepreneuriat juvénile pour mettre les conditions, les moyens, les mécanismes qui vont alléger la création d'entreprises et toutes les formalités qui vont avec, pour justement qu'on puisse créer cet écosystème qui va permettre l'éclosion des entrepreneurs. On a besoin de plus d'entrepreneurs au Congo et partout en Afrique. Donc oui, j'encouragerais vraiment cela. Alors là, vous prenez part à une émission qu'offre le mouvement des femmes actives au Congo, je pense que vous connaissez. Et justement, pour parler de la place de la femme au Congo, pensez-vous qu'il y ait eu des avancées significatives ou qu'il reste encore beaucoup à faire? Alors, avancée significative, moi je vais peut-être parler du point de vue juridique. Aujourd'hui, on a la Constitution, c'est vrai qu'on n'a pas encore, le débat sur la loi de la parité n'est pas encore avancé. Voilà, exactement. Mais du moins, dans la Constitution, on a cette disposition qui consacre nettement la parité pour les hommes et pour les femmes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a le droit d'avoir accès à des fonctions électives et tout ce qu'on veut en fait dans la société en tant que femme pour se réaliser. Cependant, il faudrait qu'il y ait un cadre justement qui puisse favoriser cela et qu'on puisse définir une vraie politique de promotion des cadres féminins, parce que très souvent l'excuse, permettez-moi l'expression, qu'on nous brandit, c'est qu'on ne trouve pas forcément des femmes qualifiées pour répondre à certaines offres. Mais si, il y en a. Et ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt promouvoir le leadership féminin et mettre en avant les compétences féminines qu'on peut décéder. Quand même, on n'aura pas forcément le quota de 50-50, mais pour les femmes qui sont qualifiées et qui ont la possibilité d'assumer des fonctions politiques et autres, il faudrait bien qu'on puisse les promouvoir. Je vous comprends bien, mais est-ce qu'il ne faut pas peut-être voir le problème à notre niveau, nous femmes, qui nous manquons peut-être d'audace? Parce qu'on parle, oui, nous sommes formés, mais combien sont ces femmes qui se lèvent et véritablement veulent assumer ces fonctions-là en se disant je peux le faire, en ne se cachant pas sur leur casquette de mère au foyer? Oui, de femmes tout simplement. De femmes tout simplement. La responsabilité. Pour vous éclairer, on va parler des métiers d'hommes. Et combien de femmes aujourd'hui conduisent des tracteurs, conduisent des. Voilà. Alors, pour revenir sur cette question, je pense que la responsabilité, elle est partagée. Mais moi, au-delà de la volonté que peut avoir une femme pour s'orienter vers une formation, comme vous avez dit, par exemple, des métiers d'hommes ou de s'autodéfinir dans la société, il y a que l'environnement joue de beaucoup. Et c'est là qu'intervient le rôle de l'État, justement, pour mettre les garde-fous et créer les conditions pour susciter cela. Moi, je vais revenir même à la base sur l'éducation. Dans nos sociétés, notre système éducatif est tel que, bon, il n'y a pas forcément cet esprit d'émulation de compétition auprès des filles, ou même pour les orienter dans des métiers qu'on appelle aujourd'hui encore des métiers pour hommes et qui ne devraient pas. Donc je pense que ça commence dès le bas âge. Ça commence à la maison d'abord, le seuil familial, la culture. Est-ce que ton père il te dit toujours ah ouais toi t'es bonne juste pour le mariage, ou est-ce qu'il te dit ma fille tu peux devenir pilote, tu peux devenir tout ce que tu veux. Donc il y a ce côté il y a la responsabilité familiale. Il faudrait que l'environnement également, les mères et les filles, que si une fille a sa mère comme un repère, naturellement, elle ne va pas penser à se limiter à coupe et couture. Les formations classiques, elle va se dire, moi j'ai ma maman qui est pilote, moi je veux devenir autre chose en fait. Donc ce sont des modèles de réussite qu'on doit développer. Mais encore sur le rôle de l'État, c'est justement dès le bas âge à l'école. C'est vrai qu'il y a un travail qui se fait en ce moment aujourd'hui avec les manuels où déjà on est en train d'enlever tout ce qui est stéréotype et tout. Mais je pense que dans le côté éducation, il y a vraiment un travail à faire. Et je pense que si on met en place plutôt une politique de promotion du leadership féminin, même ces femmes qui sont aujourd'hui peut-être réticentes à vouloir se mettre en avant, elles vont être dénichées et elles vont avoir l'audace de s'assumer parce qu'elles ont envie d'autres femmes le faire. Je pense que c'est juste qu'on doit créer les conditions pour que le potentiel féminin puisse éclore. Et ça, il faut qu'on accompagne ces femmes. Ouais. Alors, vous êtes souvent amené, dans le cadre de vos missions, à aller justement à la rencontre de cette jeunesse, histoire un peu de les booster, de les motiver et autres. Mais avec cet avènement de la crise sanitaire, avec la Covid-19, est-ce que vous avez été confronté à des difficultés pour mener bien vos missions
Oui, beaucoup de difficultés. Comment avez-vous pu pallier à ça? Alors, vous l'avez dit, je pense que votre question vient un peu dans la suite de ce que nous venons de dire, parce que en tant que modèle, rôle modèle, c'est vraiment d'influencer d'autres jeunes femmes aussi pour qu'elles s'identifient à ce que nous avons réussi à faire. Quand même, nous n'avons pas forcément eu un terrain propice, mais si on a réussi à se réaliser, à s'exporter au-delà du continent, c'est qu'elles peuvent le faire. Donc, c'est essentiellement ce que nous faisons dans nos rencontres, les formations, mais les difficultés, elles ont été là parce que la pandémie a commencé par mettre en arrêt toutes les activités. On s'est retrouvés confinés. Et on s'est retrouvés dans l'incapacité de nous réunir, donc, parce que nos formations elles sont essentiellement en présentiel et regroupent plus d'une centaine de personnes en général par session ou par atelier. Donc là, c'était assez difficile de nous regrouper pour des raisons sanitaires, mais ça nous a poussé également à réfléchir parce qu'il fallait maintenant s'adapter. S'adapter, donc recourir au digital. Par contre, avec le digital, les difficultés que nous avons rencontrées, c'est que on laisse de côté une autre catégorie de femmes. Les femmes qui ne sont pas connectées, les femmes qui sont dans les milieux ruraux, qu'on ne pouvait pas forcément atteindre. Et vous en parliez parce qu'on avait une formation prévue avec une organisation partenaire en milieu rural, justement, pour les jeunes filles qui, des fois, n'ont pas accès au minimum, notamment l'accès aux serviettes hygiéniques. Donc, cette formation devrait les outiller pour qu'elles soient capables d'en fabriquer elles-mêmes. Mais cette organisation sœur était au Togo, n'a pas pu venir. Mais on s'est dit, OK, si on le fait en visioconférence, c'est bien. Mais les filles du village, elles ne savent même pas comment se servir forcément d'un ordinateur. Elles n'ont pas forcément la possibilité d'avoir accès à Internet. Donc cette situation a mis en évidence certaines difficultés et nous a plutôt poussé à penser à comment pallier. Donc il y a un besoin. Le besoin, c'est d'arrimer les filles dans les milieux ruraux aux nouvelles technologies. C'est de créer des conditions pour qu'elles soient aussi épanouies que les filles de la ville. Nous avons quand même pu tenir certaines formations en ligne et certaines sessions live en ligne, mais c'était naturellement pas pour ces filles rurales. Donc vraiment, les perspectives justement au travers de ces difficultés que nous avons rencontrées, c'est d'organiser, maintenant que la pandémie, c'est vrai qu'elle est toujours présente, mais on essaie de s'adapter avec, c'est justement d'organiser, tout en observant ce respect, des déplacements vers l'intérieur, justement, pour toucher ces filles rurales, ne serait-ce que les sensibiliser à comment utiliser un ordinateur, comment apporter des compétences technologiques, et puis entrepreneurial aussi, parce que nous avons constaté que celles qui étaient dans le commerce traditionnel, parce que les marchés étaient fermés, ne pouvaient plus forcément fermer, et même les coiffeuses. Donc c'est maintenant essayer d'emmener la modernité, l'e-commerce envers ces femmes qui exercent dans les métiers traditionnels, pour leur dire maintenant tu peux être chez toi, ton salon n'est pas ouvert, mais je peux passer, je prends rendez-vous et je peux vendre en fait. Donc c'est vraiment apporter ces facilités aux jeunes femmes. Donc du coup ce problème a plutôt mis en évidence un terrain sur lequel on pouvait également travailler. Alors vous qui avez rencontré justement ces femmes-là, quels sont leurs véritables soucis? Quels sont leurs véritables besoins? Qu'est-ce qu'elles vous expriment? Alors, les besoins sont énormes. Je vais quand même, je vais essayer de m'exporter du Congo parce que durant cette période, parce qu'on parle de la jeune femme, de la jeune fille, durant cette période, il y a eu également de Covid, puisqu'on y est encore, on en parle, il y a eu une accentuation de la vulnérabilité des jeunes femmes, on va dire ça, parce que pour certaines, elles se sont retrouvées au chômage, on va dire ça comme ça, et pour d'autres qui exerçaient des commerces, il n'y avait plus la possibilité d'exercer, donc elles se sont retrouvées réduites, démunies en fait. C'est là où justement, dans nos échanges que nous avons organisé une série de discussions en ligne pour le compte de l'Union africaine avec les jeunes femmes, parce que nous célébrons l'année dernière les 25 ans du protocole de Maputo, Beijing 25, et donc c'était à cette issue, nous avons écrit un manifeste justement qui prenne en compte les réalités des jeunes femmes pendant la Covid. Donc il y en a qui ont été plus soumis au mariage forcé, si on va parler dans les cas de pays ouest-africains où ce phénomène est perpétré. Il y a eu plus d'accentuation de cas de violence conjugale, parce que du fait qu'on soit là, il n'y a pas exactement les pressions, le manque de revenus. Et donc c'est autant de facteurs en fait que la jeune femme ou la jeune fille a vécu mal ou vit mal aujourd'hui à l'heure de la Covid. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut apporter comme élément de réponse à toutes ces peines? C'est continuer à dire, certes, on est en pleine pandémie, mais cela ne devrait pas nous faire oublier la condition de la femme qui était déjà délicate, mais qui devient encore plus
devient encore plus délicat davantage avec cette crise, et c'est aussi d'orienter justement ces femmes qui n'avaient peut-être pas forcément les pousser en fait à se réinventer, parce que pendant le confinement, beaucoup de personnes sont allées sur des formations digitales, donc c'est se ressourcer, essayer de se réinventer en fait. Ouais. D'accord, alors concrètement. Oui, concrètement. Quelles sont vos propositions pour œuvrer pour l'essor de la jeune fille, la jeune femme congolaise à l'ère de la Covid-19, parce qu'il ne faut pas oublier que cette pandémie sévit encore. Propositions concrètes suite à toute votre expérience sur le terrain. Propositions concrètes, je dirais premièrement, il faut outiller la jeune fille et la jeune femme. Je pense que même pendant cette période de Covid, on ne devrait pas arrêter de pouvoir... comment dirais-je, booster ces jeunes filles et ces jeunes femmes, déjà développer en elles la confiance personnelle, qu'elles doivent croire en elles au-delà des difficultés. La Covid, c'est une période assez difficile, mais la vie ne se limite pas. Pendant cette même période, il y a eu des gens qui ont pu développer des affaires et qui ont prospéré, et pourtant il y en a qui n'ont pas pu également. Donc tout est question de perspective. Je pense que c'est important qu'on mette en place des programmes d'accompagnement des jeunes filles, déjà pour qu'elles prennent conscience de leur identité en tant que femmes, du potentiel qu'elles ont, et qu'elles trouvent en elles les choses pour lesquelles elles ont des aptitudes, dans lesquelles elles pourraient s'épanouir. Voilà, et donc accompagner au travers des formations qualifiantes et autres. Et pour soutenir l'entrepreneuriat juvénile ou de la jeune femme, c'est justement mettre en place un fonds qui permet, un fonds féminin, on va dire ça comme ça, voilà, axé sur les jeunes femmes pour leur permettre de s'épanouir dans leurs activités. Et puis, je dirais, le leadership féminin, le promouvoir les talents, créer plus de rôles modèles. Je suis sûre que si on a plus de jeunes filles qui rêvent de femmes qu'elles voient se réaliser dans la société, on créera autant de modèles de réussite, parce que les premières serviront de source d'inspiration aux secondes. J'aime bien cette partie de votre réponse. Justement, nous allons parler, avant de conclure, parce que nous atteignons un peu la fin de l'émission, vos modèles de réussite féminins. Alors, oui, vous me prenez au dépourvu. Alors, mes modèles de réussite féminin, je vais citer une dame que j'ai connue à l'université. Elle était mon professeure. C'est Madame Delphine Emmanuel Adouki. Elle est à la Cour constitutionnelle et elle est professeure en droit. Cette femme a été pour moi une source d'inspiration, parce que, très étudiante encore, elle avait la rigueur. Et c'était une rigueur qui nous inspirait l'admiration pour le droit. Et elle nous encourageait en tant que jeune femme, parce que à toujours être là et à nous démarquer. Et c'est une valeur que moi j'ai intégrée en moi. Et quand je regarde de loin, je m'identifie dans sa discipline et dans sa réalisation en tant que femme. Et je me dis, si elle a fait, je peux le faire. Et oui, ça a été plutôt un des repères dans ma vie. Mais je parlerai également des modèles de réussite pour moi, ma mère. Bien sûr. Ma mère, pour moi, c'est une femme à multiples casquettes. C'est vraiment la femme qui se lève très tôt, qui va à ses activités pour gagner son pain, mais c'est la femme en même temps qui est capable de prendre soin de son foyer. Elle est multitâche et elle donne de l'amour à sa famille. Et pour moi, c'est l'une de mes plus grandes sources d'inspiration, parce qu'elle m'a toujours dit je n'ai pas fait d'études supérieures, mais j'ai réussi à me construire, à me réaliser. Et toi qui as eu l'opportunité de faire des études supérieures, tu dois faire plus que moi. Donc cette phrase me revient toujours en boucle et ça me pousse à me dire le ciel n'est pas la limite. Donc je me réalise à chaque fois que j'y pense en fait. Alors vous êtes conseillère jeunesse auprès du président de la Commission de l'Union africaine. Oui. Je vous rappelle que vous êtes comme juriste spécialisé en droit pénal international. Oui. Alors une question m'est venue tout de suite, c'est vous allez à la rencontre de la jeunesse, notamment des jeunes femmes, des jeunes filles, des jeunes femmes. Mais qu'en est-il de ces jeunes femmes incarcérées? Est-ce que vous allez vers elles? Alors, ça, c'est une très belle question. Je ne vais pas prendre le monopole, parce que ce n'est vraiment pas une des activités que j'ai eu à faire sous le label de mon ONG ou en tant que personne. Mais nous avons accompagné en 2017
ou 18 si ma mémoire est bonne, nous avons accompagné une association de la place qui était en partenariat, qui justement a visité les jeunes femmes dans les milieux carcérales, et nous avons contribué à cette collecte on appelle ça de kits de première nécessité pour les femmes. Mais c'est vrai, les femmes incarcérées, ce sont des femmes, et je pense que le plaidoyer sur lequel c'est vrai que quand on a la liberté, on ne mesure pas à quel point c'est important d'en jouir. Exactement, et c'est quand on est privé de liberté qu'on réalise. Et je pense que pour nous, toutes les femmes qui réussissent encore à jouir de la liberté aujourd'hui, nous devons continuer à être les voix des femmes qui sont sans voix, mais également continuer à faire un plaidoyer pour une meilleure condition de prise en charge de ces femmes incarcérées. C'est important. D'accord, quel plaisir vraiment de vous écouter. Alors, c'est fini, nous sommes au terme de notre émission, mais une question que je vous prends au dépourvu. J'aimerais que vous regardiez cette caméra. Ok. Et vous vous adressez à une jeune fille, une jeune femme congolaise qui vous regarde. Vous avez la possibilité de la tutoyer. Ok. Vous avez la possibilité de parler en français, ok, en lingala, en tutuba, en lari, en boshi, en bébé, tous les dialectes que vous voulez, mais encouragez cette jeune fille, encouragez-la, boostez-la, lancez-lui un message. Alors, je vais le faire en français. Merci. Alors, je m'adresse à toi, jeune femme, jeune fille qui me suit, où que tu sois. Je tiens à te dire que tu es une merveilleuse créature et que tu es exceptionnelle. Je tiens également à te dire que tu es complète et que tu as en toi tout le potentiel qu'il faut pour te réaliser dans la société et dans la vie de tous les jours. Je t'encourage à ne pas baisser les bras. Je t'encourage à explorer les talents que tu as. Je t'encourage à te dépasser, à te surpasser quand même l'environnement n'est pas favorable. Je t'encourage à puiser au fond de toi la force qu'il faut chaque jour pour te lever, t'accomplir et te réaliser, parce que le monde en a besoin, le Congo en a besoin. Tu as du talent et tu es capable de faire tout ce que tu veux. Crois en toi et nous célébrerons ces victoires ensemble un jour. Je peux même applaudir au final. Bravo pour ce message. J'espère que le message est passé, qu'il a touché une de ces jeunes filles qui est dans le besoin. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous rappelle que vous êtes conseillère jeunesse auprès du président de la commission de l'Union africaine et vous êtes en parallèle présidente de l'ONA, qui est une ONG axée sur l'épanouissement de la jeunesse. Avec vous, nous avons traité des questions de l'épanouissement de la jeune fille congolaise, mais aussi nous avons fait un bilan et perspectives, l'ensemble des perspectives de la jeune fille au Congo à l'ère de la Covid-19. Alors, chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève cette émission. Je rappelle, il s'agit de Sans cache-nez social, émission que vous offre le MFAC, le mouvement des femmes congolaises, actives congolaises. Grand merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain sur notre page Facebook officielle. Au revoir. Au revoir.